Bonjour, je suis Tissia Mukuna. Et oui, la capitale congolaise produit également son café, et ce grâce à une entrepreneure qui n'a pas froid aux yeux. Elle s'appelle Tissia Mukuna. Elle raconte son incroyable parcours. Rien n'est impossible, du café à Kinshasa et une jeune agricultrice avec un rouge à lèvres. Je suis la fondatrice du Café La Quinoise et également la présidente des jeunes entrepreneurs à la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Aujourd'hui, je suis sur Zoom RDC. Il y a 40 ans, la RDC était l'un des premiers pays exportateurs de café. Donc quand on va dans une plantation, s'il y a un homme qui a plus de 60 ans, il sait de quoi je parle. On ne fait pas juste du café. On relance les plantations de café abandonnées, on travaille avec les agriculteurs. Quand on est jeune entrepreneur, on a l'impression que comme on est jeune, on est des débrouillards, on se cherche encore. Non, non, on est des chefs d'entreprise. Tu penses qu'en termes d'opportunités, des chances, les hommes comme les femmes ont les mêmes pourcentages? Pas du tout. Sauf que quand on allume la télé, qu'est-ce qu'on voit? Des théâtres, des scandales. C'est pas normal qu'on arrive à citer 3 ministres au hasard, mais pas 3 entrepreneurs. Quand on a ce mode de pensée-là et que c'est les élections, on veut tous devenir députés. Bonjour Tissia. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Alors, il y a une question comme ça qui me vient directement d'entrée. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un mari aimant et des enfants formidables tout en gardant les statuts du chef d'entreprise? C'est une très belle question. Je pense que pour un entrepreneur, c'est très important d'avoir un mari qui nous soutient parce qu'un entrepreneur a des horaires très difficiles, parfois peut travailler le dimanche. On a parfois des imprévus, donc il faut avoir un mari qui nous soutient. Donc ça fait énormément de bien d'avoir un mari aimant. Et mes 2 enfants ont chamboulé ma vie. Quand j'ai commencé, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfants. Donc j'allais vraiment à 100 à l'heure. Mes 2 enfants m'ont permis de plus me poser, de savoir me reposer et même parfois savoir déléguer parce que j'avais tendance à tout faire dans ma société. Et mes enfants m'ont permis de me recentrer en fait sur le cœur de mon travail et donner même plus de responsabilités à mes équipes. Donc finalement, c'est avec eux que j'ai grandi et que je suis devenue vraiment une chef d'entreprise complète. Mais quand tu parles du soutien que ton mari t'apporte, c'est vraiment à quel niveau spécifiquement? Le soutien qu'il peut apporter, c'est par exemple la compréhension. Savoir que si je dois aller travailler, je ne sais pas, sur un événement parce qu'on doit s'occuper du coffee corner un dimanche, il ne va pas me dire non, reste à la maison, tu dois faire du foufou, par exemple. C'est la compréhension, c'est savoir même m'accompagner. Il m'est déjà arrivé que mon mari m'accompagne sur des rendez-vous où il savait que je devais être au four et au moulin. Ce n'est pas son métier, lui il est architecte, mais il va se retrouver à brancher des machines de café, etc., pour pouvoir me soulager. Donc c'est tout ça en fait qui peut soutenir une personne. C'est vraiment pas juste l'aspect financier. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de l'aspect financier parce que, comme je l'ai dit, je suis une chef d'entreprise. Donc je pars du principe que je peux me débrouiller toute seule. Et maintenant, tout ce soutien moral est très important. Donc maintenant, Tissia, enfant, n'est pas très passionnée par les jeux vidéo comme d'autres. Tissia, c'est les plantations avec papa, etc. Et après, Tissia se dit, je veux faire pousser du café au Congo, mais spécifiquement à Kinshasa. On te dit que c'est impossible à cause du climat. Mais quand même, tu prends tes premiers $20, tu achètes ce que tu as acheté, tu rencontres les chefs Cobra, etc. Mais moi, je veux savoir, comment est-ce que tu rencontres le chef Cobra et ça part de quoi? Effectivement, vous êtes très bien renseigné. Effectivement. Alors, quand j'ai commencé, l'agriculture, c'était une passion. Donc, je connaissais déjà quelques vieux. Quand j'étais petite, j'aimais bien traîner avec les vieux. Ils m'apprenaient des choses, comment on va planter des orangers, comment on plante des citronniers. Je trouvais ça passionnant qu'une petite graine devienne un arbre, puis après que cet arbre nous donne des fruits. Donc, tout ce processus, j'aimais beaucoup. Et quand j'ai commencé, je connaissais déjà le chef Cobra. Avec lui, je faisais beaucoup de choses. Et je l'ai aidé notamment, donc lui, il est près de Kimwenza, Mongafula, et je l'ai aidé à revoir tout un plan de production pour tout ce qui est arbres, enfin, les mangoustaniers, etc. Quand je lui ai dit que je voulais faire le café, j'étais encore étudiante, donc pour lui, j'étais la petite qui l'aidait, quoi. Il disait non, ça c'est un pari fou, ça marchera pas, ça sert à rien. Ça, c'est le chef Cobra qui te dit. Ça, c'est le chef Cobra qui me dit ça. Il me dit ça sert à rien, ça marchera pas, ça peut pas pousser. Puis j'en parle autour de moi, tout le monde me disait mais ça sert à rien, ça marche pas. Mais je suis quelqu'un de très têtu, très très têtu. Donc je me suis dit j'ai quand même envie de tester, j'ai rien à perdre. Je suis étudiante, je prends $20, j'achète des semences,
Je plante, on verra bien. Si ça ne marche pas, bon, ça ne marche pas. Et si ça marche, Ok. j'aurais gagné mon pari. Donc au départ, ce n'était pas du tout pour créer une société, c'était juste pour relever un challenge. Ok. Et ça a marché. Ça a marché. Et ce qui était bien, c'est que comme j'étais étudiante, j'étais pas dans l'attente que ça marche pour vivre. Je continue à faire mes études. À côté, j'étais serveuse pour subvenir à mes besoins. Donc, j'attendais pas spécialement ce café. Ce café est venu à moi. Mais les chefs Cobra qui se lancent avec toi jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'il dit lui-même de voir que c'est maintenant une entreprise, vraiment c'est la production made in Congo, la torréfaction d'ailleurs. Lui-même, qu'est-ce qu'il en dit? Hormis les autres qui croient vraiment plus qu'en toi que lui. Je pense qu'il est content, il est fier. Il était le premier surpris que ça puisse marcher. Et surtout, ça a relancé beaucoup la zone. Parce Ok. que même si on est encore à Kinshasa, là où on est très isolé. Si vous connaissez un peu Kin, la gare de Kimwenza, tout ce qui est après la gare de Kimwenza, donc après le village des Bonobos, Mm. c'est très désertique. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et avoir cette plantation a pu vraiment bouleverser les choses. Faire un forage, euh, créer de l'activité économique dans la zone. Ok. Là, on est en train de voir avec différents fonds qu'on peut avoir, notamment des institutions publiques pour refaire la route. Donc finalement, le fait d'avoir du café a vraiment révolutionné la vie de Lancé, beaucoup de ouais. personnes tout autour de cette plantation. C'est même plus devenu une aventure juste entre lui et moi. On emploie beaucoup de gens, des jeunes qui étaient obligés d'aller parfois jusque dans le centre-ville pour trouver du travail, pour se débrouiller. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de faire toutes ces distances parce qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins chez eux directement. Donc, c'est une aventure au départ qui était un pari et puis finalement, il y a beaucoup d'impact social autour de la quinoise. Mais moi, je pense que j'ai quand même loupé certaines matières de la géographie. Mais c'est quoi les raisons spécifiques pour lesquelles le café ne pousse, qu'on te disait que les cafés ne poussent pas forcément à Kinshasa? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai, le café pousse difficilement à Kinshasa. Si les gens essaient de faire pousser du café sur leur parcelle et ça pousse pas, il faut pas m'en vouloir, c'est difficile. Les raisons pour lesquelles ça poussait, si on peut commencer par ça, c'est déjà que Kimwenza, on est proche du Congo central. Et au Congo central, le café pousse. Ok. Ça, c'est déjà une première raison. Kinshasa, maintenant, n'est pas sur une altitude qui est favorable à la pousse du café. Deuxièmement, c'est le climat. Il fait très chaud à Kinshasa. Parfois, ça peut même brûler la terre. Le café a besoin d'ombrage. Donc, tout ça faisait que quand on pense à Kinshasa, on pense peut-être avoir une terre à Maluku et se dire que ça a poussé difficilement. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de conditions climatiques qui soient rassemblées. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était à Kinshasa, proche Congo central. Alors, parlons un peu de l'entrepreneuriat. Certes, pour toi, c'était une aventure et après, ça se transforme vraiment en pur entrepreneuriat parce que tu emploies en même temps, tu relèves les Made in Congo. Partons de ses débuts, le début de Tissia Mukuna. Aujourd'hui, il y a de ceux qui se lancent sans trop savoir comment ils sont arrivés là. Mais toi, quand tu arrives dans les plantations de ton papa, déjà, tu as la chance d'avoir déjà 20 hectares. Alors non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, ça, c'est les précisions que je veux avoir. Tu as la Ça- chance où tu rachètes 20 hectares. Comment Non, ça se passe? voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Effectivement, j'ai racheté quelques hectares à mon père et j'en ai acheté aussi. Quand j'ai commencé, c'était vraiment une petite expérience. Donc, c'était dans un petit plan de terre, quoi, qui ne fait même pas la taille d'une chambre. Et puis après, on s'est développé. C'est là où j'ai commencé à employer un agronome, à vraiment acheter le terrain et à me dire que j'allais faire une entreprise avec ça. Quand j'ai commencé, au départ, c'était juste, comme je l'ai dit, relever le défi. Puis parfois, dans des conversations comme ça, j'expliquais que, ah tiens, j'ai réussi à faire pousser le café à Kinshasa. Les gens ne me croyaient pas. Personne ne me croyait. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai des plantations. Je montrais des photos, personne ne me croyait. Et un jour, un ami m'explique qu'il a des connaissances en Turquie et au Liban qui peuvent me racheter mon café, que je peux faire un business, que je peux créer un deal, etc. Je me rends compte que si je vends mon café aux Turcs et aux Libanais, on ne saura plus que c'est un café qui vient spécifiquement de Kinshasa, ou même que c'est un café congolais. Ok. Il sera mélangé avec d'autres cafés, peut-être du café du Kenya, d'Éthiopie. Donc je vais perdre la particularité de ce café. C'est là où je me suis dit non, j'ai envie de garder l'esprit café congolais, j'ai envie de garder l'esprit
quinoa. Mm. Et l'originalité de l'avoir fait pousser à Kinshasa, c'est comme ça que j'ai créé la quinoise. Donc, c'est venu vraiment petit à petit, c'était vraiment une longue histoire. Et quand j'ai décidé de créer la quinoise, c'était en 2018. Donc, Mais j'ai vendu mon premier paquet en 2020. permets-moi de te couper. Mm. Donc, la quinoise n'existe pas jusqu'à ce que tu te dises qu'il faudrait qu'il y ait torréfaction à Kinshasa, transformation pour que ce soit du Made in Congo. Mhm. Donc, au début, ce n'est que des plantations, quoi. Au début, c'est que des plantations. Ok. Et le café pousse comme ça. Puis après, vient l'idée de se dire non, on va mettre en avant le Made in Congo. Ok. Et c'est là où la quinoise se crée. Je me formalise, je crée ma société. On est en 2018. Mais c'est qu'en 2020 que j'ai réussi à vendre mon premier paquet. Parce que le café, il faut du temps. Il fallait aussi de l'argent. Au départ, on faisait ça un peu de façon très artisanale. Notre usine, on l'a eu qu'en 2021. Mm. Donc, vous voyez, tout ça est arrivé vraiment avec le temps. C'est pas du jour au lendemain où le café a poussé, boum, j'avais une usine, 20 hectares, etc. Non, ça a vraiment pris du temps. Oui, mais c'est processus du temps, là. Tu lèves des fonds, on t'offre de l'argent parce que tu as fait pousser à Kinshasa. Comment ça se passe? Alors, côté financement, il y avait plusieurs aspects. Premièrement, moi, j'ai travaillé toute ma vie d'étudiante. Ok. Donc, j'avais des économies. Je vis chez mes parents, j'ai pas de loyer à payer et j'étais serveuse, donc je mettais de l'argent de côté. Donc, ça, j'avais déjà mes petits fonds à moi. Deuxièmement, j'ai demandé l'argent familial. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on m'offre, je ne sais pas, des enveloppes pour mes anniversaires, je demandais qu'on puisse investir dans ma société. Donc, j'ai dit Ça, c'est une bonne idée. à ma famille, ne cotisez pas le jour où je vais me marier, ne cotisez pas pour mes anniversaires. Même si je meurs, ne cotisez pas, donnez-moi seulement l'argent maintenant, je sais comment je vais me débrouiller. Donc, comme ça, petit à petit, ma famille a commencé aussi à me donner des fonds pour m'aider. Mais après, je leur présentais ma société. Je devais les convaincre. Ok. Parce qu'ils pouvaient se dire, tiens, on va lui donner l'argent et puis derrière, elle va acheter une Range Rover. Non. Donc, du coup, il fallait vraiment que je convainc ma famille que j'ai vraiment une idée, que j'ai envie de faire quelque chose, etc. Et puis, ils me voyaient me battre. Donc, ils ont aussi cotisé. Parfois, ça pouvait être des 10 dollars, 20 dollars. Hein. Ce n'était pas forcément des gros chèques, mais ça m'a aidé. Et puis après, j'ai passé des concours, notamment COPA, le concours de plan d'affaires en 2021, qui m'a permis aussi de finaliser mon usine. Sans ça, je n'aurais pas pu finaliser mon usine, très honnêtement. Donc, tout ça a fait que j'ai pu me lancer comme ça petit à petit. Donc, comme j'ai expliqué au départ, petit plan de terre est fait de façon très artisanale, dans une petite pièce. Et petit à petit, on a pu avoir l'usine, on a pu avoir les machines grâce à COPA, etc. Mais tu as un cursus commercial, Mm. mais aussi un MBA en négociation des affaires. C'est ça. Combien ça t'apporte dans ton entreprise? Parce que tu tombes dans l'agriculture par passion, mais vraiment, il y a des études que tu fais à côté, autrement l'agronomie. Mm. Combien est-ce que tes études-là apportent dans ta société? Je pense que mes études ont été la clé de la réussite de la société. Ok. Enfin, la réussite, on n'est toujours pas encore arrivé, on y arrive, mais ça a été très déterminant pour moi. Je pousserai mes enfants aussi à faire des études qui peuvent développer leur affaire. S'ils veulent être businessman, il faut faire une école de business, il faut faire une école de commerce. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur terrain, mais aussi des petites règles comme ça qui sont très Exactement. basiques. Exactement. Il faut savoir les faire parce qu'on a l'impression qu'un chef d'entreprise, il passe juste des rendez-vous, etc. Mais il y a toute une partie analytique. Et mes études m'ont permis d'analyser en fait mon marché. Par exemple, quand j'ai commencé, beaucoup de gens me disaient au Congo, les gens ne boivent pas du café. C'est très faux. C'est la question que j'allais poser d'ailleurs. C'est très C'est faux. comment tu... Les chauffeurs de taxi boivent du café. Mhm. Les militaires boivent du café. Les policiers boivent du café. Les sentinelles boivent du café. Les cleaners boivent du café. Beaucoup de gens boivent du café. Sauf que nous, on a l'image de boire du café, c'est chic, etc. Non, il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Donc, c'est connaître un peu nos clients, savoir comment répondre à leurs besoins. Tout ça a été développé grâce à mes études. Et puis après, j'ai fait un MBA en négociation des affaires et négocier, comme il faut négocier avec les hôtels, les supermarchés, etc. Mon MBA m'a énormément servi. Tu as déjà commencé la bonne négociation avec la famille. Donc, les restes, C'est ça. très facile. Oui, mais Café La Quinoise, c'est du 100% made in Congo. Que ce soit à la torréfaction, à la transformation, à la récolte, mais aussi à la main-d'œuvre. Mm, C'est surtout ça, la main-d'œuvre. mm. Les métiers ou les études en agronomie ne sont pas aussi
évident pour tout le monde, pour tout jeune Congolais. Mhm. Mais comment est-ce que tu sélectionnes ta main-d'œuvre? Tu vas les tirer dans les universités où il y a l'agronomie. Comment est-ce que tu as vraiment ta main-d'œuvre qui sont 100% Congo? Alors, pour être honnête, nous, on n'a qu'un seul agronome. Tous Ok, les autres n'ont pas fait d'études d'agronomie. ok, Dans la société, on a besoin de quelqu'un fort en logistique. C'est notre directeur d'usine. Glody Montpéré, par exemple, il a fait logistique, et donc c'est lui notre directeur d'usine. Ensuite, on a des gens qui se démarquent au-delà de leurs études par leur persévérance, leur résilience. Par exemple, mon chef de projet, à la base, il voulait devenir basketteur. ok. Donc rien à voir. Mais c'est quelqu'un qui est très résilient. Grâce au basket, c'est une personne très combative, qui ne se laisse pas facilement décourager. Cet esprit sportif le sert énormément en tant que chef de projet. Donc Jonathan Mbila, notre chef de projet, il n'a pas fait agronomie, etc., etc. Donc on a vraiment des personnalités en fait dans la société. J'ai mon ingénieur technique, c'est lui qui s'occupe de toutes les machines Mm. à l'usine. Lui, pareil, il a fait ingénierie, il n'a pas fait agronomie. Donc on trouve comme ça des profils qui cadrent avec les missions de leur emploi. Et après, il y a des formations. Mais par rapport à la culture, Par rapport à la culture, là, c'est vraiment de la formation. Notre agronome va former les gens dans les différentes plantations, parce qu'on a notre plantation, on travaille aussi avec des plantations partenaires. Donc notre agronome va faire tout ce qui est formation. Et puis après, ça s'apprend très vite, hein. C'est très intuitif, hein, l'agriculture. On est agriculteur depuis qu'on est homme, donc c'est très intuitif. donc aujourd'hui, on a une femme épanouie Mhm. en chef d'entreprise, mère. S'il faudrait parler de ces sujets de l'épanouissement, de l'émancipation de la femme, pour toi, c'est quoi le vrai problème de la femme, pas qu'africaine, la femme en général, la jeune femme qu'il faudrait élever à un certain rang? C'est quoi le vrai problème qu'il faudrait traiter en amont? Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Pendant des années, partout dans le monde, on a expliqué aux femmes que leur place était à la maison, derrière les fourneaux, etc. Euh, il faut apprendre aux femmes que déjà, elles sont capables de tout faire. On est capable de mettre au monde, on est capable parfois de gérer la maison, les enfants, les études. On est vraiment polyvalente. Cette force, on doit aussi la mettre en avant quand c'est le monde professionnel. Si je dois me résumer au Congo, pour beaucoup de femmes, le rêve, c'est d'épouser un directeur. Or, le rêve, ça doit être de devenir directrice. C'est pas d'épouser un directeur. Ok. Donc ça, c'est déjà changer l'état d'esprit. Le summum pour une femme, c'est pas que votre mari puisse vous payer un voyage à Dubaï en business class. C'est que vous puissiez prendre votre carte bleue, aller prendre votre billet en business class et ça ne fait rien sur votre compte en banque. Donc ça veut dire que c'est rien par rapport à ce que vous avez déjà. Cette autonomie, cette indépendance est très importante. Les gens pensent que quand une femme est indépendante, elle devient malpolie, Elle n'est plus mariable. voilà, elle Ça veut n'est dire plus que les hommes mariable, ne peuvent plus approcher aussi voilà, facilement. parce qu'elle elle est tout d'un coup pas humble ou Mhm, modeste. mhm. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'on peut être très humble, très modeste, on peut avoir les valeurs que l'on souhaite tout en étant indépendante. Être indépendante, c'est pas forcément avoir l'impolitesse dans la bouche pour quitter son mari à tout bout de champ. Non, être indépendante, c'est pouvoir justement faire les choses que l'on souhaite sans avoir l'impression d'être freiné par la vie. Et donc pour moi, c'est surtout une question d'état d'esprit. Tu penses qu'en termes d'opportunités et des chances, les hommes comme les femmes ont les mêmes pourcentages? Pas du tout. Je pense que c'est plus facile pour un homme. Bon, ça dépend des secteurs. Mais je pense que pour un homme, on excuse plus facilement un homme. Quand un homme échoue, on ne va pas condamner tous les autres hommes. On va se dire, voilà, cet homme a échoué, il était mauvais, on va passer à autre chose. Quand une femme va échouer, on va faire le procès de toutes les femmes. Vous voyez, on donne des responsabilités à une femme, regardez ce qu'elles font, et tout d'un coup, cette femme devient la porte-parole de toutes les autres femmes. Elles ne sont pas individualisées, les femmes sont vues tout le temps comme un groupe. C'est pour ça, quitte à être vue comme un groupe, qu'on doit rester solidaire. Et puis aussi, il y a une chose qu'on parle très rarement, mais qui est aussi importante, c'est la compétition entre femmes. Ok. Parfois, ce n'est pas facile. Il y a des femmes qui ont l'impression que s'il y a deux femmes au sommet, il y en a une de trop. Il faut qu'on mette en place une vraie solidarité, pas juste une solidarité des réseaux sociaux et des photos sur Instagram. Donc tout ça, c'est des choses à revoir. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé, quand je me présente quelque part,
on se dit, voilà, il y a sûrement son père derrière elle, son mari est à côté d'elle, peut-être elle est soutenue par un oncle. On essaie de voir tout le temps qui est derrière moi. Mais si j'étais un homme, personne ne ferait Ce discours-là. voilà. Donc c'est vraiment que parce que je suis une femme que forcément on essaie de voir qui est derrière elle, comme si c'était impossible que je puisse avoir mes stratégies, que je puisse avoir mes idées, mon argent. Non, il y a forcément quelqu'un qui est derrière moi. Et la personne qui est derrière moi est un homme. Donc ça, c'est vraiment détestable pour une femme. C'est la décrédibiliser en fait. Un homme, on ne lui dirait pas tout ça. Les femmes, ça c'est pour vous, hein. J'espère que vous avez entendu. Alors, aujourd'hui, président de la commission des jeunes à la FEC. La FEC a toujours été perçue pour les entreprises privées, beaucoup plus élevées en termes de chiffres, etc. C'est un peu l'image archaïque que plusieurs jeunes entrepreneurs ont. Mais Mm. quels sont les changements que toi, tu apportes au sein de cette commission, étant que jeune femme, mais connaissant aussi l'entrepreneuriat dans sa jeunesse? Alors déjà, dans notre commission, c'est la commission des jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans. Ok. Pour nous, être jeune, c'est avoir moins de 40 ans. Un jeune souffre de ce qu'on peut reprocher aussi parfois aux femmes, c'est-à-dire un manque de crédibilité. Parce qu'on est jeune, les gens vont penser qu'on n'a pas assez d'expérience et que du coup, on n'est pas sérieux. Mhm. Donc, un jeune aura toujours besoin de prouver quelque chose. Avec la commission, on veut montrer que voilà, il y a des jeunes entrepreneurs, mais surtout des chefs d'entreprise. Quand on est jeune entrepreneur, on a l'impression que comme on est jeune, on est des débrouillards, on se cherche encore. Non, non, on est Exactement. des chefs d'entreprise. On est des businessmen, des businesswomen. On n'est pas moins chef d'entreprise que celui qui est à la tête d'une grande multinationale. Donc, dans la commission, on essaie déjà de montrer que les jeunes que nous avons sont des réels chefs d'entreprise. On essaie de les plébisciter aussi, faire leur publicité. J'espère qu'il y en aura beaucoup sur Zoom RDC. Mais en parlant du point chef d'entreprise, aujourd'hui, on a presque l'impression que quand quelqu'un il sort, il achète, il a des babouches à vendre aux autres, il devient CEO. On ne comprend pas, il est CEO de qui? De quelle entreprise? Pour toi, c'est quand est-ce qu'on est chef d'entreprise? Je pense qu'une entreprise emploie forcément des gens. Quand on est chef d'entreprise et qu'on est son seul employé et qu'on n'a personne d'autre, pour moi, on est auto-entrepreneur. Ok. Si on vend des babouches qu'on achète à Dubaï et qu'on les vend sur la place du marché, on est commerçant. Ok. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. C'est des métiers très honorables. Maintenant, un entrepreneur et une entreprise a un fonctionnement. Ce fonctionnement est basé sur des personnes, donc il y a des employés. Et puis pour moi, une vraie entreprise aussi, c'est une entreprise qui a un impact. Quand je dis une vraie entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui font juste de l'argent et puis c'est fini. Vous allez voir le CEO s'enrichir, mais les employés vont rester toujours au même niveau. Une entreprise a forcément un impact dans la vie des gens. Moi, je suis contente de voir dans mes employés des personnes qui ont pu déménager pour des maisons plus grandes, d'autres qui vont acheter des voitures, d'autres qui font des formations pour apprendre l'anglais. Ça veut dire que l'entreprise a un impact dans leur vie. Parce qu'une entreprise, ça entreprend quelque chose et ça doit entreprendre aussi dans la vie de ses employés. Donc pour moi, c'est ça être chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a un impact économique et social. Si à Café La Quinoise, on peut avoir des maisons plus grosses et des voitures, je pense qu'on va venir. On va venir chercher les emplois là-bas. Mais pour revenir à la FEC, on veut vraiment montrer que voilà, on est loin de cette image où c'est forcément que des gros chefs d'entreprise. Il y a aussi des jeunes qui sont là et qui ne se débrouillent pas, qui font les choses. Mais cette image a été renvoyée depuis très longtemps. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour justement changer ce procès d'intention. Ok. C'est pour montrer qu'on est éclectique à la FEC. D'ailleurs, j'ai même un point d'honneur à même mettre les femmes en avant. Sur mes 3 vice-présidents, j'ai 2 femmes qui sont vice-présidentes. Donc, j'essaie de montrer voilà, comment on peut bouger les choses. Hier, j'avais même une réunion avec toute ma commission pour montrer notre plan d'action pour cette année, qui sera vraiment basé sur le networking, permettre à tous les jeunes d'avoir un carnet d'adresses. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Quand on est jeune entrepreneur, on a besoin d'un carnet d'adresses. On ne peut pas se développer juste seul dans son coin. Parfois, on a besoin qu'on nous ouvre des portes ou même parfois des fenêtres. Oui, Donc, mais pour ça, c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine question. C'est comment est-ce qu'on arrive à être éligible pour la FEC, etc. C'est quoi l'approche que vous avez auprès des jeunes entrepreneurs? tout le monde Ou peut comment est-ce que vous être. les piochez, par exemple? Alors, tout le monde peut venir à la FEC. Il suffit juste d'avoir une entreprise donc formelle. Donc, juste un numéro d'identification.
un RCCM et ça suffit. Ensuite, on a les grands cotisants à la FEC, ce que les gens voient comme les gros chefs d'entreprise, mais on peut aussi entrer en tant que très petites entreprises, TPE. Et donc là, vous venez dans ma commission et on se débrouille. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Là, je suis en train de voir si je ne peux pas aller dans les universités pour essayer de parler à ces jeunes entrepreneurs en devenir. Même parfois, il y en a certains qui sont étudiants et déjà chefs d'entreprise, et voir comment on peut aussi les approcher pour que la FEC ce soit accessible pour tous les Congolais ou en tous les cas pour toutes les entreprises congolaises. Tu parles des universités, d'aller les chercher, ces jeunes entrepreneurs en devenir. Tu penses que c'est important pour toi aujourd'hui d'enseigner le business et l'entrepreneuriat dès le bas âge? Je pense, oui. Je pense que même si on ne devient pas entrepreneur, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est être résilient, c'est avoir le sens du sacrifice, c'est très difficile, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est pas grave, encore une fois. Mais je Il faut pense dire. qu'on peut développer cet esprit d'entrepreneuriat chez tout le monde. On peut être un super manager, mais avec un leadership et un mindset d'entrepreneur. Et ça, je pense que c'est le top d'ailleurs des managers. Moi, pour revenir par exemple à mon équipe, dans mon équipe, ils ont tous un mindset d'entrepreneur. Je leur dis à chaque fois que cette entreprise, c'est aussi la leur. Ok. Donc, avoir ce mindset-là, on peut le montrer dès le bas âge. Ça permet aussi d'avoir une jeunesse qui n'a pas peur d'aller au-devant des défis et de relever les obstacles. Donc, pour moi, il faut absolument apprendre l'entrepreneuriat dès le collège. Revenons sur Café La Quinoa, sur Tissia Mukuna. Aujourd'hui, Tissia Mukuna sait très bien représenter la République démocratique du Congo. Merci. Au travers, maintenant on est en finale avec Africa Heroes, organisé par Alibaba. Tissia Mukuna, c'est des trophées en 2023 par le salon de l'agriculture, etc. On sait que ça viendra encore beaucoup plus, mais Tissia Mukuna aussi, c'est Forbes. Mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui maintenant de savoir que, ben voilà, je suis écrit par tel magazine, je suis écrit par tel, je gagne telle compétition. Tu penses que tu vaux ces compétitions ou c'est vraiment qu'il y a seulement un manque autour du Congo? C'est une superbe question. C'est une superbe question. Je pense que ce qui nous permet de nous démarquer, c'est vraiment l'impact social qu'a la quinoise. On ne fait pas juste du café. Je n'ai pas inventé le café. Je n'ai pas inventé une voiture volante. Voilà, je n'ai pas une invention particulière. Mais je pense qu'on a un impact social fort. On ne fait pas juste du café, on relance les plantations de café abandonnées, on travaille avec les agriculteurs, on les forme, on permet d'autonomiser les jeunes grâce à un programme qui s'appelle Un chariot, un boulot. On a beaucoup d'initiatives où ce n'est pas juste du café, c'est tout un mode de vie. On ne peut pas être dans ma société et pas aimer le Congo, c'est impossible. On a tellement de programmes comme ça pour le développement du Congo que justement, je pense que c'est ça qui nous démarque en fait. C'est le fait de voir qu'on peut faire du business. On peut être lucratif, on n'est pas une association, on n'est pas une ONG, et pourtant, on aide les gens. Donc on fait du chiffre et on aide. Et je pense que c'est ça en fait qui nous démarque. On ne fait pas juste de l'entrepreneuriat pour faire du chiffre, on fait l'entrepreneuriat pour créer un impact. Et d'ailleurs, quand je parle, je dis beaucoup on. Je ne dis pas je. Je dis on parce que pour moi, c'est toute une équipe, c'est toute une famille en fait. Ouais. Il y a une collaboration, on travaille avec des gens qui sont au fin fond de Miabi, au Kasaï, des gens qui sont à Madimba, dans le Congo central, des gens qui sont au Kivu. Donc on est vraiment au sud du Bangui. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux où quand on entre dans la quinoise, on sait qu'on va se retrouver quelque part, quoi. Je pense aussi qu'il y a un manque. Quand j'ai fait Africa Business Heroes, j'ai été étonnée de voir que j'étais la première Congolaise à arriver jusqu'au top 10. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'entreprises incroyables au Congo. Mais est-ce qu'il y en avait des Congolais dans la liste? Je sais que dans les années précédentes, il y a eu des Congolais qui sont arrivés jusqu'au top 10. Il y avait eu Zouri Air, mais effectivement, pourquoi on n'a pas réussi à passer d'autres étapes? Parce que c'est une compétition difficile, il y a plus de 20 000 candidatures. Et puis aussi parce que beaucoup de Congolais ne connaissent pas cette compétition. Moi, je connais, là en tête, j'ai déjà 3-4 personnes au Congo qui auraient pu arriver dans le top 10. Parce qu'ils font des choses incroyables. Mais il faut qu'on se lance, il faut vraiment qu'on soit dans l'écosystème panafricain et international. Souvent, c'est les mêmes pays qui y sont. Hein. Les Égyptiens, les Kenyans, les Éthiopiens, ils font les concours. Nous, au Congo, on ne les fait pas. Il faudrait qu'on le fasse, il faudrait que les journalistes, même que vous êtes, plébiscitent ce genre de concours. Sauf que quand on allume la télé, qu'est-ce qu'on voit? Des théâtres,
des scandales, la politique. On doit avoir plus d'entrepreneurs. On doit avoir des parcours inspirants. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des jeunes, leur demander qui est votre modèle. On va me citer Elon Musk, on va me citer Steve Jobs. Citez-moi des Congolais. Pourquoi vous n'arrivez pas à citer des Congolais? Et si je leur demande de citer une femme congolaise qui inspire, ben alors là, j'ai rarement des... Alors que moi, j'en connais plein de ces personnes-là. Mais on doit les voir, on doit arrêter de les cacher. C'est pas normal qu'on arrive à citer 3 ministres au hasard, mais pas 3 entrepreneurs. Exactement. Donc maintenant, c'est que tu parles de remettre en quelque sorte toutes ces plantations mortes. Comment ça se passe? C'est quoi les discours que vous avez ou un type de partenariat que vous signez au préalable? Parce que c'est des terres qui ne t'appartiennent pas, mais que tu apportes une solution, mais pas que la solution de la réveiller, mais la mettre sur les marchés, mettre sur le marché le produit qui sort de ces terres-là. Ça, c'est un avantage, un atout de plus. Comment est-ce que ça se passe, cette coopération, cette collaboration-là? Bon, déjà, il faut faire un petit état des lieux. Ok. Il y a 40 ans, la RDC était l'un des premiers pays exportateurs de café. Donc, quand on va dans une plantation, s'il y a un homme qui a plus de 60 ans, il sait de quoi je parle. Il suffit qu'il y ait un homme qui vient de ce village, qui a plus de 60 ans, il sait que quand lui, il avait 20 ans, le café tournait. Ok. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose pour nous parce qu'on a les sages qui sont avec nous. Les gens de plus de 60 ans sont avec nous en disant ce que cette petite est en train de raconter, elle dit vrai. Avant, ça se passait comme ça, ça se passait comme ça. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pillage, troubles politiques, troubles économiques, manque d'investissement dans le secteur, il faut le dire. On n'investit pas dans l'agriculture, on n'investit pas dans le café. Si vous allez dans certaines institutions qui sont censées être des institutions qui parlent, comme l'ONAPAC, hein, ancienne OSACAF, Ok. l'Office national du café, les machines prennent la poussière. Ce n'est pas normal. Et ça, je le dis avec toute la bonne volonté du monde parce que j'aime beaucoup mes collaborateurs que j'ai à l'ONAPAC. Je travaille beaucoup avec eux, ceux qui torréfient aussi mon café. Mais ils vont le dire, ça manque de modernité. Ils ont besoin que l'entreprise soit relancée, de recréer un investissement. Donc tout ce manque d'investissement-là a fait qu'on a chuté, on n'est plus les premiers exportateurs de café. Donc quand on va dans une plantation, on raconte tout ça, on explique aux gens. On a forcément les sages qui sont avec nous, qui nous écoutent. Et là, Du maître Cobra qui était un sage qui t'a le permis chef de Cobra qui nous écoute et qui dit, OK, qu'est-ce que tu as proposé? Parce que nous sommes là, mais on ne sait pas investir. On a X hectares, parfois 100 hectares. Les arbres sont encore là, parce qu'un arbre de café peut même vivre jusqu'à 25 ans. Donc parfois, les arbres sont là. Ou ici, il y avait des arbres, donc on sait que ça pousse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est là où nous, on apporte toute une solution. Voilà comment on va faire, voilà le calendrier que vous allez respecter, voilà comment ça va se dérouler, etc. Et après, ils savent que quand ils vont commencer à récolter, nous, on a investi en eux, ils savent qu'ils ont une voie pour vendre le café. Et ils vont le vendre au bon prix. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi derrière? Comme il y a un manque d'investissement, les gens vendent à perte. Parce qu'ils ne savent pas à qui vendre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des collaborateurs au Kassai. On achète comme ça le café, ils récoltent. Quand je demande au papa, tiens papa, de combien tu as besoin, enfin combien je te dois, il me dit, donne-moi ce que tu as. Je dis, oh. Donc même 500 $, ça va? Il dit, oui, même ça va. Alors qu'il m'avait donné une tonne de café qui vaut 3 000 $. Okay. Je ne lui ai pas donné 500 $, je lui ai donné le vrai prix. Mais c'est pour montrer qu'il y a un manque d'éducation et de suivi. Et quand il voit que cette tonne-là me rapporte 3 000 $, vous pensez vraiment qu'il va arrêter? Mais moi, je le vends juste pour survivre. Quoi. Voilà, moi, je le vends juste pour survivre, mais finalement, ça me rapporte 3 000 $, une tonne. Mais j'ai 200 hectares. Il fait ses calculs. Il comprend que non, il peut avoir, par exemple, 20, 30 hectares par an, rien qu'avec ce qu'il a. Et puis, bien entendu, nous, on n'a pas encore les capacités pour absorber autant de café. On ne peut pas acheter 1000 tonnes par an. On aimerait bien, mais on n'a pas encore cette dimension-là. Okay. Donc, ils savent que nous, on va acheter une bonne partie, mais que derrière, ils ont aussi du stock pour vendre à d'autres. Donc, c'est tout ce système-là. Et en général, ça va très vite. Dès qu'ils voient qu'on est sérieux, qu'il y a vraiment un suivi, qu'on est là, qu'on les écoute, beaucoup de gens aussi travaillent avec nous et ils me disent, on aime bien travailler avec toi, tu sais, parce que tu nous écoutes. On peut t'appeler, on a un problème, tu nous trouves une solution.
par moment, pour blaguer, je leur dis, mais je ne suis pas députée, je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Vous me mettez beaucoup de problèmes sur la tête, etc. Parce qu'ils savent que derrière, moi, j'essaie de trouver des solutions pour eux. Et beaucoup de ces personnes ont l'impression que personne ne les écoute, qu'ils sont abandonnés. Et donc, du coup, très facilement, ils vont travailler avec nous, justement parce qu'il y a cette écoute, il y a ce respect aussi. Donc, dans ce travail, il y a également cette partie où tu les fais comprendre que cette mesure que tu vends vaut tel prix. Il y a toute cette Mm. éducation financière là autour ou c'est juste de l'exploitation de la terre. Ah non, non, il y a toute une éducation financière. Ok, Parce que l'idée derrière, c'est qu'après, ils puissent être autonomes. ok. J'ai pas, enfin, mon objectif, c'est pas que chaque année, j'investis, j'investis, j'investis. À un moment donné, ils doivent tourner eux-mêmes. Et puis après, on passe à notre plantation, on passe à notre coopérative. Donc c'est ça notre modèle économique pour ces agriculteurs-là. Ok. Mais quand tu vas dans les compétitions comme African Heroes, etc., donc au-delà de parler de l'impact social qu'a ton entreprise, ces gens, quand ils veulent investir dans ton projet, ils ont aussi besoin de comprendre comment est-ce que ça tourne financièrement. Mm. S'il faudrait refaire les speeches que tu fais là-bas en termes de finances, en termes de gestion, en termes d'audit, c'est quoi les chiffres d'affaires que tu emmagasines? Tu as peut-être emmagasiné l'année passée. Quels sont les projets pour cette année? S'il faudrait qu'on ait l'exclusivité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, j'ai mes raisons. Les raisons sont lesquelles? Mais tout simplement, déjà, nous, le travail qu'on fait avec les agriculteurs, ça nous permet d'avoir un café de qualité. C'est un impact social, c'est bien, mais on est une entreprise lucrative. Derrière, quand on vend notre café, il faut que ce soit un café de qualité. Il ne faudrait pas que quelqu'un achète notre café dans un magasin, puis le boit dans un restaurant et ait une qualité différente. Donc, le travail qu'on fait avec les agriculteurs, ça nous permet d'avoir tout le temps la même qualité. Deuxièmement, en termes de business model, on vend notre café, que ce soit dans les grands hôtels, mais aussi au marché. Au marché, dans Et les c'est toujours la supermarchés. même qualité. Ok. Ça veut dire qu'on ne va pas différencier parce que tu achètes notre café à 500 francs la pièce, la petite dosette, et tu achètes la belle capsule, tu as deux qualités différentes. Pour nous, tous nos consommateurs sont égaux. Il n'y a pas des consommateurs VIP et des consommateurs qu'on néglige. Pour nous, tous nos consommateurs sont VIP. Donc, ce qui nous permet d'avoir un café de bonne qualité, même au marché, mais avec des prix accessibles. Tout ce qu'on va changer, c'est l'emballage. On va mettre par exemple des fibres naturelles de plantes pour certains. D'autres, ça va être d'autres paquets, comme des capsules, d'autres emballages, etc. Donc, pour quelqu'un qui veut investir, il sait que quand il investit à la quinoise a différentes cibles clientèle. Ok. C'est la question que j'allais poser d'ailleurs. Et donc, du coup, il peut investir suivant la stratégie liée à la cible de clientèle. Par exemple, la stratégie que j'ai quand je suis au grand marché n'est pas la même que quand je suis dans un hôtel 4 étoiles. Quelqu'un qui veut investir peut me dire, moi, je veux investir que dans tes capsules. Il sait que les capsules, je ne les vends pas au grand marché. Parce que pour acheter les capsules, il faut avoir une machine à À café café. et ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Mais c'est lancé d'ailleurs. J'ai vu qu'il y a une machine à café qui est lancée par Oui, Equinox. oui, il y a une machine à café qui est lancée. Mais sur les points technologiques, Hmm. le projet a coûté combien? Ça a été fabriqué ici ou à l'extérieur? Sur le plan projet machine à café et capsule. Alors, sur les machines à café, on a fabriqué ailleurs. Enfin, on a commandé la technologie ailleurs, on Ok. a assemblé au Congo. Pour ce qui est capsules, on a acheté la machine qui nous permet de faire des capsules. Du coup, maintenant, on peut les faire ici au Congo, nous-mêmes. Ok. Il y a un point qui est essentiel pour moi, c'est les ressources humaines. La formation, parfois, peut nous faire défaut. Donc, il faudrait voir comment on peut avoir une formation qui puisse égaler celle des pays internationaux en termes de technologie. Parfois, nous, notre technologie ne suit pas. Et parfois, ce n'est pas vraiment de la faute des ressources humaines, mais aussi des infrastructures. Comment avoir un centre de recherche et développement technologique quand on n'a pas d'électricité? Donc, bon, c'est un peu tout ça, les défis qu'on a quand on veut faire de l'agro-industrie. Donc maintenant, en termes de pricing du produit, le prix sont fixés en termes par rapport au packaging ou par rapport au lieu auquel le produit sont exposés. Ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a le packaging, il y a le lieu, il y a le risque vente, stockage. Ça veut dire un produit, est-ce qu'il va rester longtemps sur les étagères ou pas? Mm. On ne va pas mettre un produit trop cher si c'est pour qu'il fasse de la décoration sur les étagères d'un supermarché. Donc, on prend tout ça en compte. On prend aussi en compte nos charges.
salariale, charge fixe, charge variable. Et à chaque fois, on propose le meilleur prix possible. On veut rester accessible et aujourd'hui, ça nous permet d'être, par exemple, moins cher, voire au même prix que les produits importés. Souvent, on va accuser les produits locaux d'être plus chers que les produits importés. Pour nous, c'est important de rester cohérent à ce niveau-là et même parfois de proposer un peu moins. Mais qu'est-ce qui fait que les produits locaux puissent coûter plus cher qu'un produit étranger Si vous sur un importez marché? tout, admettons, vous avez ça, vous importez votre café, vous importez l'emballage, vous importez tout, Ok. le produit va forcément coûter cher. Mais si vous faites localement, ça va vous permettre de réduire vos coûts. Le fait qu'on ait une usine nous permet de réduire nos coûts. Mais si on importait tout, si on faisait la torréfaction en Belgique, qu'on importait nos emballages de Chine, qu'on importait ceci de Turquie, forcément on coûterait cher. C'est pour ça que pour nous, faire le Made in Congo, c'est une façon aussi de garder les prix accessibles. Donc, comprends que tout ce que tu dis maintenant, cet entretien, c'est vraiment une éducation pour les jeunes entrepreneurs qui te suivront aussi. Donc, permets-nous de vraiment creuser sur les questions. Permets-moi, sinon qu'est-ce que je dis pas nous, permets-moi de creuser sur les questions. Quand on parle de mettre son produit en vente sur un marché ou un supermarché ou en expose sur un étagère, c'est quoi en gros, en long et en large, les discours ou le partenariat qu'on propose à un supermarché? Parce qu'il y a quand même nombreux aujourd'hui qui fabriquent du vin, par exemple, ils ne savent pas comment Mm. l'exposer, ils fabriquent du miel localement, un produit de beauté. Mais comment est-ce qu'ils entrent en contact avec des différents supermarchés pour exposer leurs produits auprès d'un étagère? Bon, déjà pour ça, je pense au Congo, si vous voulez faire ça, il faut parler anglais. Ok, Parce que la plupart des supermarchés sont tenus par des étrangers, des personnes qui parlent anglais. Il faut parler le même langage. Ça facilite le dialogue. Deuxièmement, il faut montrer aux supermarchés quel avantage ils ont de vendre ton produit. Parce qu'un supermarché, ce qu'il veut, c'est faire du chiffre. Mettre en avant le Made in Congo, c'est bien, mais est-ce que ça va vendre? Donc il faut lui montrer que non, mon produit va se vendre. Pour que le produit puisse se vendre, il faut avoir une stratégie marketing. Si vous allez voir un supermarché, si vous lui dites juste voilà mon produit, il est bon, il est génial, c'est pas assez. Il faut lui montrer voilà mon produit, voilà la stratégie marketing que j'ai pour mon produit. Je vous propose d'essayer ça pendant un mois. Si je ne vends pas, je retire mes produits. ok. Si je vends, vous me mettez sur une super place sur les étagères. Ah. Là, la personne en face va dire, OK, je parle avec un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Je ne parle pas avec quelqu'un qui est là, s'il vous plaît, mettez mon café. Donc, vous voyez, c'est aussi un peu le discours. Il faut avoir un discours de chef d'entreprise, encore une fois. Et là, je parle vraiment aux jeunes. Les jeunes ont trop tendance à se minimiser eux-mêmes. Ça m'est déjà arrivé de faire comme ça des séances de coaching, des masterclass. J'ai des jeunes entrepreneurs avec moi. Quand je leur demande, présente-moi ton projet, alors moi, je fais du jus et puis, Il mais n'y a je pas t'entends pas. il y a pas cette vivacité, cette conviction Voilà, de ce que je vends. tu es pas assez passionné. Pourquoi je veux boire ton jus si tu me présentes de jus, boire de jus? Je me demande si le jus est bon parce que tu n'as pas l'air sûr de toi. Montre-moi. Non, moi, je bois du jus. D'ailleurs, c'est le meilleur jus de la ville. C'est avec des super fruits, ananas, du soleil. Je ne sais pas, t'inventes des trucs. Mais tu me montres que non, ce que tu proposes, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver de la journée. Donc, je pense aussi la façon dont on se présente. Et puis ça aussi, je fais une petite parenthèse pour les femmes, parce que beaucoup de femmes se présentent de façon très timide. Mais quand vous allez demander à un homme de se présenter, voilà, moi je fais des vestes, je fais les meilleures vestes du quartier, alors que ces vestes, elles sont tout à fait lambda. Mais c'est aussi vraiment la façon dont on se présente. Donc quand on va voir un supermarché, déjà il faut se présenter en étant sûr de soi, parler le même langage. Ça peut aider de parler anglais, c'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Et puis, enfin, montrer qu'on a une stratégie marketing pour notre produit, qu'on ne vient pas juste exposer et disparaître, mais que derrière, on a une stratégie à long terme. Ok. Donc aujourd'hui, la quinoa, c'est plusieurs goûts, plusieurs diversités. On a les petits quilous, on a l'arabica. En termes de placement ou en termes de demande consécutive, c'est quelle saveur qui est plus demandée? Alors, au Congo, la saveur qui est le plus demandée, c'est le Robusta. Parce que qui dit Robusta dit robuste, c'est un café fort. Et encore une fois, bah, les gens qui boivent du café ici, c'est surtout des gens qui font des métiers très longs, ils ont Ils besoin veulent de se veiller, quoi. réveiller, hein, comme les policiers, les sentinelles, tout ça. Exact. À l'étranger, quand on exporte, c'est plus l'arabica qui est demandé, qui est plus doux. Parce qu'à l'étranger, les gens boivent du café plutôt à la fin d'un repas, donc ça doit accompagner
la digestion, donc ils veulent quelque chose de plus doux. Mais nous, on est aussi en train de montrer le petit Quilou. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur le petit Quilou. Ce n'est pas un café qu'on a inventé. C'est un café, par contre, qui n'existe qu'au Congo. Donc, plus on est nombreux à parler du petit Quilou, mieux c'est, parce que c'est un café qui n'existe nulle part ailleurs. On devrait faire même un lobby pour que demain, le petit Quilou soit vu comme, vous voyez, les vins rares. Parfois, on vous présente une bouteille de vin en vous disant ça, il n'existe que 50 bouteilles, c'est un vin rare et compagnie. Tout ça, c'est un lobby qui crée la chose comme quelque chose de très rare et précieuse. On doit faire la même chose avec le petit Quilou. Parce que finalement, c'est un café qu'on peut goûter nulle part ailleurs qu'au Congo. Mais qui en parle? Je lance aussi un appel au ministre de l'Agriculture. Hein. Espérons qu'il t'écoute. Donc, Laetitia, c'est femme entrepreneur, mère, femme pour son épouse, pour son mari, mais aussi un modèle maintenant, un modèle pour plusieurs jeunes femmes, pas que les femmes, et certains jeunes hommes dans les secteurs entrepreneuriaux. Tu penses que c'est quoi le souci de la jeune femme? Certes, on a parlé d'épanouissement et du vrai problème. Mais aujourd'hui, on a presque l'impression que la jeune femme, c'est l'exposition de son corps qui fait d'elle, qui lui ouvre peut-être les portes, qui fait qu'elle arrive quelque part. Aujourd'hui, si on parle de Tissia, c'est parce que Tissia est mariée qu'on peut se retenir sur certains mots. Mais sinon, en face, c'est une belle femme, on pouvait s'imaginer plein de choses. Pour toi, c'est quoi l'approche que devait avoir normalement une jeune femme? Ah, c'est difficile. C'est pour les femmes, c'est une question de mœurs et de valeurs. Mais aussi, c'est une question de société. Hein. C'est la société dans laquelle on évolue. L'harcèlement, ça existe. Il y a des femmes qui sont victimes, il y a des femmes qui jouent de ça, il y a des femmes qui ont peur, il y a des femmes qui se battent contre ça. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, je pense que les femmes ont, dans notre société, ont besoin de plus prouver et donc, du coup, toujours montrer qu'elles sont professionnelles et crédibles. Si vous m'aviez interviewé et que j'arrivais pas à répondre aux questions, que je connaissais rien sur le café, à la fin, vous vous serez dit, mais comment elle est arrivée là elle? Vous commencerez à faire des suppositions. Attends, c'est par quelle magie que finalement elle arrive même pas à aligner un mot. Donc, on doit prouver qu'on est la bonne personne à la bonne place. Donc, ça, c'est un combat de tout le temps. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, on est peut-être des petites femmes guerrières qui devons prouver ça. Puis dans une autre génération, puis une autre, elles n'auront plus à prouver ça parce que déjà, les grandes sœurs, les mères, etc., auront déjà fait ce combat-là. Et elles, à leur niveau, maintenant, elles sont juste à être là, à se développer. Voilà, à prendre la suite. Donc ça, c'est un sacrifice, je pense, qu'on doit faire pour notre société actuelle, c'est-à-dire être des femmes combatives. Et il en existe beaucoup. Il en existe énormément, des femmes qui se battent et qui sont là, qui, mariées, pas mariées, sont arrivées là par leurs propres moyens. Et elles font de l'ombrage à toutes celles que l'on peut décrier. Et puis après, il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux. On le voit à l'étranger, les gens voient très bien que c'est plus facile de faire le buzz avec une bêtise qu'avec du travail. Mais là encore, c'est les mœurs et les valeurs de la société. Donc, il faudrait, si on parlait d'un aspect qui nous concerne tous, étant que Congolais, on est sur une période de guerre et c'est jamais évident de dire que ça va, parce que ça ne va pas. Mais en partant, en associant cette période de guerre dans l'entrepreneuriat, tu penses que ça a vraiment des causes très néfastes en termes de ton business, par exemple? En quoi ton business peut être autant handicapé par les dévastations et puis les conflits qu'il y a? Être dans un pays qui subit des troubles, que ce soit politiques, économiques, sociaux, forcément, ça a un impact sur les personnes et l'entreprise est faite de personnes. Donc forcément, il y a un impact. Ensuite, il y a un impact aussi sur l'investissement que les gens ont sur notre pays. On investit difficilement dans un pays Donc ça renvoie encore qui est instable. une autre image. Exactement. Et puis, moi, quand je pense au Congo, je pense à beaucoup de choses. Et j'essaie de penser à beaucoup de choses positives. Mais effectivement, ces derniers temps, c'est très difficile de penser qu'aux choses positives.
Et si même nous, en tant que Congolais, on ne peut pas penser à ces choses positives, les gens autour de nous aussi. Donc ça véhicule une image, ça a un impact sur le business, mais ça a surtout un impact sur les personnes pour moi. Ok. Mais c'est quoi le narratif que toi, tu as du Congo? Parce que tu viens quand même de l'extérieur, tu voyages très souvent, mais tu prends la Alors, je suis née peine. ici, hein. Ok. Mais tu prends quand même la peine de faire du Made in Congo, de continuer à développer l'entrepreneuriat. C'est quoi le narratif que tu as de ton pays? Moi, le narratif que j'ai. Alors, donc, je suis née au Congo, mais j'ai fait mes études en France et une partie en Chine. Et de toute ma famille, je ne sais pas pourquoi, tout le monde pensait que Laetitia, elle, c'est les avions, jamais jamais elle va retourner au Congo. De tous mes frères et sœurs, on se disait, elle, vraiment, ça serait la dernière, j'étais la première, comme quoi. Et, euh, et le narratif que j'ai, c'est que le Congo est un très beau pays, mais qui n'a pas atteint tout son potentiel. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je suis contente de rencontrer des gens comme votre équipe ici, là, des personnes qui font bouger les lignes. Même si elles ont l'impression que c'est juste leur entreprise, en fait, par leur entreprise, on bouge les lignes, il y a un autre narratif, on voit des personnes qui se battent, des personnes résilientes, qui essaient de s'en sortir, qui créent de l'emploi. Là, les gens ne le voient pas, mais derrière la caméra, il y a plusieurs personnes. La formation, ramener un jeune pour le former, tout ça, ça, c'est des choses qui me touchent parce que je trouve que notre pays n'a pas atteint tout son potentiel. On a des personnes très intelligentes au Congo, des personnes très résilientes, on est très accueillant. On a un peuple très souriant qui aide tout le temps. Jamais vous allez entendre quelqu'un a eu un problème avec sa voiture et puis il a attendu pendant des heures et des heures. On va l'aider, même si à la fin il dit qu'il n'a rien, les gens vont un peu le bouder, mais c'est pas grave. Donc on est vraiment un peuple très Très accueillant, chaleureux. très chaleureux. On a de la bonne nourriture, on a des animaux incroyables. Il y a l'okapi qui n'existe qu'ici. On a une richesse de sol et de sous-sol qui est phénoménale. Et pourtant, on est l'un des pays les plus en difficulté économiquement. Donc je trouve que quand je pense au Congo, on n'a pas atteint tout notre potentiel. Parfois, je trouve ça dommage, mais je me dis, bon, on, on, on est là, on se bat et on va y arriver. Mais c'est quoi le vrai travail à faire pour atteindre son potentiel? Pour moi, c'est un travail d'homme, hein. C'est un travail d'homme. Comme je l'ai dit, quand on allume la télé, pour moi, je vois beaucoup de bêtises, beaucoup de politique, beaucoup de blabla. On ne montre pas des gens qui se battent, on ne montre pas la résilience, on ne montre pas euh, euh, les vrais combats. Ou quand on le montre, on ne le montre pas assez. On va le montrer que quelques fois. Ou parfois, il faut même payer pour montrer que voilà, regardez ce que je fais, etc. Mhm. Ça, ce n'est pas le bon discours. Moi, j'aimerais que quand on allume la télé, par exemple, qu'on regarde les médias, on voit des familles posées, pas des histoires de voisinage, de maîtresse, de je ne sais quoi. Donc, on est trop distrait, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous empêche d'atteindre notre potentiel. On est distrait. Et, euh, et oui, il y a un travail à faire, il y a un travail de mentalité, il y a un vrai travail à faire. Mais ce travail, il faudrait déjà commencer par le puiser par la jeunesse. Commencer à l'inculquer de par la jeunesse. C'est pour ça que parfois, j'aime bien parler de mon parcours. J'espère que par rapport à ce que je fais, d'autres se disent, tiens, bon, si elle l'a fait, pourquoi pas, si elle a réussi à faire pousser du café à Kinshasa, pourquoi j'arriverais pas à créer ma marque de voiture? Je ne sais pas moi. Donc, Ok, mais c'est important ce que tu dis, de parler de ton parcours, etc. Mais il faudrait comprendre qu'on est dans un pays où il y a plus de taux de pauvreté que de riches. Ton parcours peut être soutenu, par exemple, par un fonds familial. Tu es peut-être né d'une bonne famille, mais c'est peut-être pas le cas de plusieurs, hmm, de nombreux. Et ils peuvent les traduire comme ah, elle avait beaucoup plus de chance parce qu'elle est sortie d'une certaine famille. Elle avait beaucoup plus d'opportunités parce qu'elle est sortie d'une bonne famille. Mais c'est vraiment du discours des pauvres, comme on va le dire, mais je crois que c'est pas de leur faute. non, bien sûr, on ne choisit pas notre famille, mais le discours qu'il faut avoir derrière, c'est une résilience. Comme je l'ai dit, moi, mes employés, j'ai des employés qui se sont mariés grâce à travailler à la Quinoise, qui ont eu leur première voiture, qui ont déménagé, d'autres qui vivaient à chaque fois en coloc avec d'autres personnes qui ont maintenant leur propre appartement, d'autres qui ont pu demander en fiançailles leur chéri parce qu'enfin il peut payer la dot. Donc ils ne sont pas nés forcément aussi d'une famille aisée ou quoi qu'est-ce, mais ils ont réussi à se développer. C'est aussi ça, ce parcours-là.
tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur, mais par contre, on peut tous se lever un matin en disant, je vais faire quelque chose pour m'élever dans la vie. C'est trop facile de se dire, ah oui, mais c'est difficile, donc quoi? Donc vous faites rien? Non, c'est pas ça le mode qu'il faut avoir. Ce mode de pensée, c'est un mode de pensée très limité qui pousse les gens à faire de la politique. Exactement. Je n'ai rien contre la politique, tu as raison. mais J'ai donné raison. quand on a ce mode de pensée-là et que c'est les élections, on veut tous devenir député. Oui, mais on se dit c'est le seul endroit où carrément tu es sûr de te faire l'argent rapidement. Et puis, Donc, c'est voilà. une question d'argent rapide, mais c'est aussi comme gagner à la loterie. Ça me fait penser à ça. Quand les gens jouent à winner ou se présentent comme députés, pour moi, c'est le même parcours. Parce que c'est gagner de l'argent du jour au lendemain, en fait, sans avoir rien fait. On sait qu'on peut devenir député, on part à l'Assemblée, on dort parfois à l'Assemblée, on a quand même notre salaire bien juteux. Donc, nos émoluments. Donc, tout ça, ça ne permet pas d'avoir une société combative. Mais là encore, c'est le travail de la société civile, mais aussi du gouvernement, de mettre en place des gens combattants, des résilients. Et tout ça comment? En apprenant l'entrepreneuriat à l'école. On revient à ce qu'on se disait. Ok. Est-ce que Tissia Mukuna pense qu'elle est riche? Riche, non, pas encore. Riche socialement, oui, parce que j'ai un mari, je suis contente. Je suis avec mon mari depuis 13 ans. Enfin, on n'est pas mariés depuis 13 ans, mais on se connaît depuis 13 ans. J'ai 2 jolis petits garçons. Donc, je me sens riche d'avoir cette famille-là. Mais riche, comme tout le monde l'entend, économiquement, financièrement, non, on n'en est pas encore là. Mais c'est le point entre faire la politique et devenir entrepreneur. Parce qu'on dit que l'entrepreneur parle du success story, ça s'arrête qu'à là, ils ne veulent pas parler de chiffres. Mais on sait que quand tu deviens politicien, député, tu construis les maisons, on te donne les voitures, etc. Alors, je vais vous dire quelque chose. Un entrepreneur, il peut construire sa richesse sur 20 ans et 20 ans après, il sera toujours riche. Parce qu'il a construit une richesse. Très important. Il a construit une maison sur un sol solide. Un politicien construit une maison sur des sables mouvants. Vous n'avez jamais vu des politiciens qui étaient politiciens sous d'anciens présidents, aujourd'hui, ils cherchent l'argent? Sauf s'il a fait de l'entrepreneuriat avec son argent. Oui, mais c'est très rare. La plupart, moi, je vois beaucoup de politiciens d'avant, aujourd'hui, ils cherchent l'argent, comme tout le monde. Parce qu'ils ont construit sur des sables mouvants, etc. La richesse qu'on a du jour au lendemain, c'est difficile de développer. Mais la richesse qu'on construit petit à petit, elle est plus solide pour moi. Après, si vous êtes un entrepreneur qui passe par la politique pour avoir... Là, c'est encore un autre truc, mais... Non, mais au bout d'un moment, c'est comme si c'est évident que ça finisse par là. Tous les gros businessmen finissent au moins dans la politique pour sécuriser les affaires. Il s'agit de quoi exactement? Mais ça, c'est désastreux. C'est-à-dire que pour sécuriser des affaires, il faut faire la politique. Si vous ne faites pas de la politique, vos affaires ne peuvent pas être sécurisées. Ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Non, mais c'est vraiment en général. C'est comme une affaire de... Les établissements étatiques qui, entre autres, n'aident pas les entreprises privées à mûrir, exactement. Mais ça en dit long sur la société sur laquelle on vit. Si je m'en rappelle bien, je suivais une interview d'Albert Yuma quand il fut président de la FEC, et il évoquait plusieurs points comme ça. D'où d'ailleurs la FEC qui existe pour protéger tous ces privés-là contre les harcèlements, entre autres, des États. On a la DGI qui taxe un peu plus cher. Parfois, tu trouves des conditions vraiment... tu sais que ce n'est pas évident d'avoir des papiers. C'est clair, en fait. Le problème maintenant qu'on a au Congo, de façon générale, c'est que ce n'est pas un pays d'entrepreneurs. Vous allez aller dans d'autres pays, créer une entreprise, vous avez l'idée le matin, à 15h, vous avez créé votre entreprise. C'est facile, c'est rapide, vous pouvez même faire ça sur Internet, c'est simple. Ici, on a des lourdeurs administratives, on a des tracasseries. Donc, parfois, tout ça, ça étouffe l'entrepreneur. Ce qui fait qu'à la fin, il ne va pas vouloir être formel, il préfère évoluer de façon informelle parce qu'au moins, là, il est tranquille. Il ne voudra pas dire son chiffre d'affaires devant les caméras. Il ne voudra pas parce qu'il doit se protéger. Donc, c'est comme une raison pour laquelle toi, tu refuses de parler de ton chiffre d'affaires. Tu sais que tu seras traqué après.
Vous voulez faire des pièges, je crois, ici. Non, en tous les cas, c'est les raisons pour lesquelles les gens, en général, ne veulent pas parler du chiffre d'affaires. Donc, on est dans un système qui étouffe, qui ne permet pas d'être D'être épanoui et pragmatique d'être sur la pragmatique, d'être question. rapide. Ok. Et ça nous joue des tours. Ça doit changer. Ça doit énormément changer parce qu'au final, les gens se découragent et c'est d'autres personnes qui font de l'entrepreneuriat au Congo et pas les Mais Congolais. c'est plutôt un problème du fait de ne pas connaître la loi ou c'est, entre autres, une vraie tracasserie de la part des entreprises étatiques. Je pense qu'il y a un peu des deux, hein. Il y a un peu des deux. Déjà, la méconnaissance des taxes qu'on doit payer Hein? et toutes les tracasseries qu'il y a. Il y a plus de 10 000 taxes au Congo. C'est énorme. C'est énorme qu'il y ait plus de 10 000 taxes. Et le problème aussi des taxes, c'est qu'une taxe, normalement, il y a une contrepartie. Mais quand il n'y a pas de contrepartie, vous allez payer une taxe pour, je ne sais pas, la préservation de l'environnement. Mais quand vous sortez sur les rues de Kinshasa, c'est insalubre. Vous vous demandez où va Où cette va taxe. l'argent pour Donc ça vous rend même réticent de payer une taxe et vous ne voyez pas les bénéfices de cette taxe-là. Moi, j'ai aucun problème à payer mes impôts si je vois que mes impôts et mes taxes, si je vois qu'il y a un impact. Bon, de toute façon, je le fais, je n'ai pas le choix. Mais tout ça, c'est un système de confiance qu'il faut faire avec notre pays. Mais c'est quoi l'action des revendications à faire contre toutes ces choses? Parce qu'on a presque l'impression qu'au Congo, on est obligé de subir les choses. On a presque l'impression qu'au Congo, c'est le seul pays où on dort, on se réveille, on nous dit que les pains, c'est à 1000 francs. Tout le monde sort 1000 francs pour acheter le pain. On dort, on se réveille, on nous dit que l'oignon qui coûtait 100 francs est maintenant à 500. C'est comme si on n'avait pas de vrais leaders d'opinion, on n'avait pas des gens qui devraient nous montrer comment est-ce qu'on revendique la hausse de prix, comment est-ce qu'on revendique les taxes, comment est-ce qu'on va à l'encontre de certaines lois, tout en montrant que ça ne nous convient pas. On fait ça, on est sur une table. Bah, c'est pour ça qu'il y a la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. C'est justement pour être le garant des entreprises privées, pour défendre les intérêts des entreprises, mais aussi des employés des entreprises. C'est un syndicat, la FEC. Donc, c'est important pour les entrepreneurs d'intégrer un syndicat, de se renseigner et d'avoir la bonne information. Le problème aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que pour développer une affaire, il faut le financement. Moi, je pense qu'il faut l'information et la formation. Si vous n'êtes pas formé, vous pouvez avoir les meilleures opportunités, vous n'allez pas bien les gérer. Et si vous n'avez pas la bonne information, vous pouvez laisser passer des financements, justement. Donc, pour moi, c'est les deux qui sont importants. Et puis après, au fur et à mesure, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont faire le bon business, les impacts socio-économiques qu'il faut, le gouvernement n'aura pas le choix que de suivre. Je ne dis pas que le gouvernement est mauvais, je l'ai précisé. Moi, j'ai réussi à financer mon usine grâce à COPA, qui était une initiative du ministère des PME. Donc, sur ça, je ne peux absolument pas critiquer. Mais il y a beaucoup de choses à régler dans notre pays pour qu'on soit un pays où il fait bon vivre. Disons qu'ils ne sont pas mauvais, mais ils ne font pas assez. Ils font clairement pas assez. Okay. Donc, écoute, Ticia, c'est un plaisir de t'avoir. Ça peut faire des heures, on peut faire des heures et des heures à parler de plusieurs sujets, tellement tu as des arguments solides. Nous sommes très contents. Je suis très content de t'avoir. Je crois que nous pourrons t'avoir encore plus. On te souhaite bien le meilleur pour toutes les compétitions, pour Café La Quinoise, parce qu'on aura compris l'impact que ça. Et nous espérons encore t'avoir plus. S'il faudrait avoir un dernier mot, un dernier message que tu adresses à tout le monde, ce serait quoi? Si vous voulez entreprendre, entreprenez, mais entreprenez de façon très intelligente. Commencez par avoir un cahier, un stylo, notez l'idée, vos clients, à qui vous allez le vendre, enfin, comment vous allez vendre ça à votre client final. Et en fait, vous allez créer votre business plan petit à petit et après, lancez-vous. Ne vous lancez pas comme ça du jour au lendemain. Analysez beaucoup parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais c'est à votre portée.